conseiller chargé du patrimoine au ministère de la Culture et de la Francophonie, messieurs, madame les représentants des différents sites visités, messieurs le représentant, messieurs, mesdames les représentants des corps diplomatiques, monsieur le représentant du DG de la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, mesdames et messieurs les administrateurs de cette fondation, mesdames et messieurs les directeurs des différentes institutions et services ici présents, honorables invités tous en vos rangs, grades et qualités. C'est encore un honneur pour le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire impliqué depuis le début du projet d'accueillir pour cette itinérance la dernière visite, des web visites ici sur son site. Et nous voudrions vraiment remercier la Société des Amis du Musée du Quai Branly qui a eu cette heureuse initiative de donner la possibilité à la Côte d'Ivoire de voir en direct ce merveilleux projet d'exposition sur les œuvres de Côte d'Ivoire intitulé à juste titre « Les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire » qui rend hommage aux sculpteurs traditionnels anonymes. Les 8 étapes d'itinérance ont été aussi pour notre musée de s'inviter à l'agence Alpha 2000, à l'Institut Goethe, à l'INSAC, à la Maison du patrimoine de Grand Bassam, au Centre culturel Jacques Kaka de Ouaké et au département des arts de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où nous étions encore ce matin. Nous voudrions vraiment dire merci à tous les responsables qui ont œuvré pour le succès de toutes ces manifestations. Les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire a aussi été pour nous l'occasion de vouloir perpétuer cet événement après la clôture, donc de continuer cette œuvre au niveau local pour donner la possibilité à ceux qui n'ont pas vu les web visites, qui n'ont pas vu les œuvres de la Côte d'Ivoire exposées en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et à Paris, de les découvrir ici, parce que le musée des civilisations, c'est aussi le musée qui est riche par son fonds muséographique, qui détient des objets de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, donc des objets qui sont aussi dans cette exposition que nous allons découvrir, parce que le musée a prêté pour la circonstance 11 de ces pièces. Et nous voulons donc continuer cette œuvre avec les partenaires locaux. Et nous en avons déjà discuté avec Madame la directrice du Goethe Institut, que je voudrais vraiment saluer ici. Merci beaucoup Madame Innovation pour votre visite. Bien sûr, nous entendons faire cela avec notre partenaire traditionnel, notre partenaire de toujours. Et j'ai voulu nommer là la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom. Merci beaucoup Madame Guadio, merci à toute l'équipe. Merci encore à tous les invités, à vous tous qui étiez là au début, qui avez suivi ce projet et qui êtes encore là. Aujourd'hui, nous vous disons vraiment merci. Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré pour la réussite de cette œuvre et qui nous donnent encore toutes les assurances pour la poursuite de cette manifestation. Je voudrais, au nom de tout le personnel du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, vous dire à quoi va, en attendant que les rois puissent autoriser, prennent la parole pour vous dire le traditionnel mot de remerciement. Je vous remercie. Merci Madame Cassi. Donc vous pouvez demander à Madame Quadio. Il y a aussi un point dit, Madame Quadio, secrétaire générale de la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom. Monsieur le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le représentant du directeur de l'INSAC, Mesdames et Messieurs les représentants ou les directeurs des institutions où l'exposition est passée, chers amis du musée du Quai Branly, à vous là-bas Paris, toutes les personnes qui sont présentes, bonjour. Madame la directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, chers invités, chers amis de la culture, bonjour.
Donc, je ne vais pas revenir véritablement dans le détail. Madame Kassi, qui est, on dira, la directrice technique de cette exposition ici en Côte d'Ivoire, a déjà longuement parlé. Donc, tout ce que je voudrais rappeler, c'est que début juin, nous étions ici avec le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'a pas pu faire la clôture avec nous, mais qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations et également ses félicitations pour toute la mobilisation qu'il y a eu autour de cette, je dirais, cette prouesse technique que la Côte d'Ivoire avec Paris ont pu mettre en place pour vous permettre de participer à cette exposition qui est actuellement présente à Paris. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir ça sur place il y a de cela une semaine. Ben, vraiment, je vous dis félicitations. Merci aussi au public qui s'est mobilisé pour participer à tout ça. Je pense aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny ce matin, aux étudiants de l'INSA, aux amis de l'Institut Goethe, de la Maison des Patrimoines et j'en passe. Pour nous, participer à cette exposition en web visite a été pour nous une prouesse. Et je tiens à remercier tous les collaborateurs de la direction technique qui ont œuvré jour et nuit avant chaque retransmission pour vous permettre de pouvoir participer à cela. La valorisation du patrimoine culturel ivoirien fait partie de nos axes d'intervention dans le domaine de la culture. Et c'est vrai que depuis la création de cette fondation, on accompagne, comme c'est possible, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire à travers différents projets. Pour nous, on a encore des projets en cours que vous verrez prochainement. Ça a été pour nous véritablement une prouesse, mais aussi très éducative, de pouvoir découvrir quelques œuvres vraiment reconnues sur le plan international, des œuvres de la culture et de l'art, je dirais, ancestrale de Côte d'Ivoire. Donc, merci Madame Kassi de nous avoir permis, de nous avoir offert l'opportunité de pouvoir vous accompagner. Merci à tous et que cette clôture se passe, je pense, encore mieux que toutes les autres. Je tenais également, au nom de la Fondation Orange Côte d'Ivoire Télécom, à remercier le musée du Quai Branly, les amis du musée du Quai Branly, de nous avoir permis de participer à cette prouesse technologique. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne exposition. Merci Madame Toidio. Nous allons passer la parole à Marie, qui nous entend. Laura, tu m'entends? Oui, voilà, c'est bon. Donc on passe au C'est bon. Très bien, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, nous t'entendons très bien. D'accord, très bien. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Laura Mercier et je travaille à la Société des Amis du musée du Quai Branly auprès de Julie Arnoux, qui a eu un empêchement et regrette de ne pas pouvoir être parmi nous. J'espère qu'elle nous rejoindra avant la fin de votre visite. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans cette belle exposition, les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire, pour cette 9e web visite qui vient clôturer ce projet que nous avons entrepris il y a maintenant près d'un mois et demi, ici même au musée des civilisations de Côte d'Ivoire à Abidjan. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer de découvrir cette exposition en direct depuis Paris. Et c'est une belle expérience qui n'aurait pas été possible, bien sûr, sans le soutien de la Fondation Orange et du Musée des civilisations, qui a permis, comme le disait tout à l'heure Madame Kassi, l'itinérance de cette exposition en Côte d'Ivoire. C'est sous l'impulsion de Lionel Zinsou, le président de la Société des Amis du musée du Quai Branly, que nous sommes heureux aujourd'hui de vous proposer cette visite grâce à ce projet innovant. Vous allez ainsi pouvoir découvrir ou redécouvrir ces chefs-d'œuvre de Côte d'Ivoire auprès de Marianne, qui sera votre conférencière tout au long de cette visite et qui se baladera avec vous dans l'exposition. Nous tenons également à remercier les mécènes qui ont soutenu ce projet d'exposition et sans qui elle n'aurait pas été possible. Il s'agit du groupe Veolia, du groupe BPCE, d'Alétis Finance et de la Fondation Total. Je vais maintenant céder la parole à Gaël Gaujean-Balzer, responsable de collection Afrique ici au musée du Quai Branly,
et qui va vous dire quelques mots d'introduction sur cette exposition. Je vous souhaite à tous une très bonne visite et je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour à tous et bienvenue au musée du Quai Branly. Nous sommes ravis et heureux d'avoir cette connexion avec Abidjan et donc je remercie le musée des civilisations de Côte d'Ivoire de nous accueillir une fois encore et aussi de nous avoir permis de découvrir des œuvres conservées dans le musée. Alors, cette exposition a été conçue par Eberhard Fischer et Lorenz Berger, qui sont suisses. Ils ont donc emprunté des œuvres de Côte d'Ivoire qui étaient conservées dans le monde entier, dans la Côte d'Ivoire naturellement, et tiennent un propos qui est à l'honneur en fait des grands maîtres de Côte d'Ivoire, des grands maîtres sculpteurs. Il nous permet d'affirmer qu'on a ici affaire à un masque masculin, c'est la forme des yeux comme ça tout rond, parce que les masques féminins, eux, n'ont pas du tout cette forme de yeux. On ne vous entend plus. Marielle, on ne t'entend plus. Allô? Allô? Oui. Il n'y a plus de son, allô? Allô? J'ai plus de son. Allô? Allô, oui. Non, allô. Tu nous entends? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Ok. Donc, du coup, je vous disais que effectivement, la forme des yeux permettait de savoir que c'était un masque masculin et que ça, c'est général au temps, mais que ce qui est plus spécifique du style de Tabé, c'est la nervure frontale. Donc, que vous avez ici, et effectivement, cette nervure frontale qui est très très marquée, on va la retrouver dans tout le travail de Tabé. La forme du nez aussi, écrasée en fait à la racine, est très musquée à la pointe. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est spécifique du travail de Tabé. De même que son traitement de la lèvre supérieure, et le cuvier, c'est plutôt dans la statuaire. Dents en général, on a ces dents en métal, ça n'a pas de signification particulière, c'est une question d'esthétique en fait, a priori. Ce masque-là, on a aussi la chance d'avoir pu conserver son couvre-nuque, cette partie textile qui fait à proprement parler du masque, qui en fait à proprement partie, et qui venait ensuite couvrir complètement le corps du porteur. Les petites... d'être fort, brave, courageux, en tout cas de réussir à vaincre ses ennemis. Et les clous de tapissier que vous avez sur le front attestent effectivement qu'on a une œuvre qui a été réalisée après véritablement le contact avec les Européens, parce que c'était les clous avec lesquels on était fixé en fait les parties textiles des chaînes. Donc effectivement, on a ici un masque qui datait des années 1940. Donc, véritablement, au moment où Fischer et Oliver sont arrivés en pays dedans. Alors, Tabé, bien entendu, n'a pas fait que des masques masculins, il a réalisé aussi quelques masques féminins. C'est le cas du masque que vous avez ici. Donc, un masque déanglé, donc ce masque-là, donc les yeux en faucille, donc vous voyez la différence avec les yeux tout ronds que je viens de vous montrer, hein. C'est beaucoup plus fin. Et donc le travail en fait de ce masque, c'était d'être séduisant, de danser de manière élégante, de faire plaisir et de représenter en quelque sorte un esprit du camp de la brousse, un esprit des camps d'initiation qui devait venir chercher en fait de la nourriture pour les garçons quand ceux-ci étaient donc dans les camps d'initiation coupés de toute leur famille. Alors, je vous disais qu'on avait le nom des artistes chez les deux, on l'explique effectivement parce que Tabé
Piemé, Isra, Song, étaient des artistes qui travaillaient au moment où Fischer et The Labor sont arrivés en Pays d'An, mais pas simplement. Parce que la question de la notoriété, elle est au cœur du monde et de la civilisation d'An. C'est-à-dire que concrètement, les Dans étaient une civilisation qui pratiquait l'esclavage, et le chef pouvait réduire en esclavage n'importe quel petit sujet. Sauf que si vous étiez connu, reconnu, apprécié, admiré, si finalement votre présence dans le village apportait quelque chose en plus, vous étiez sûr de ne pas être réduit en esclavage. Donc le fait d'être artiste, c'est aussi une façon de se protéger soi-même. Donc les hommes travaillent effectivement les bois, font les masques, font les statuettes, et la transmission se fait généralement au sein de la famille, d'oncle à neveu, la plupart du temps. Les femmes n'ont pas le droit de travailler le bois, en théorie, parce qu'en pratique, c'est arrivé. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, vous apercevez ici, spécifique à Dents, l'arête frontale, elle est très très marquée. Comme je vous le disais, la forme du nez aussi écrasée à la racine et qui part un peu comme un bec d'oiseau, ensuite à la pointe. Et puis la lèvre avec ici donc le sillon qui est bien présent et qui est un élément de signature comme je vous le disais. Je vais vous montrer les masques de profil, ça va vous permettre de bien voir cette idée de nez et la forme du nez très particulière. Je pense que là, vous vous rendez compte, c'est quasiment en fait un bec d'oiseau qui est ici représenté. Et puis ça permet de voir également les petits trous sur le côté qui étaient les éléments qui permettaient de faire tenir l'ensemble de la structure du masque. Toute la partie textile, alors qu'il n'a pas conservé malheureusement, mais il a quand même conservé sa partie de décoration en terre sur le haut, le contour du visage. Et là, on voit aussi, on devine que le sillon frontal est très marqué, puisqu'effectivement, on a une impression de couper sur le visage. Alors, on va quitter Tamé et on va aller. Marianne, on ne t'entend plus. Allô, Marianne? Allô? Allô? Oui, maintenant on t'entend, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon maintenant. Allô? Allô? Oui, on t'entend. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, est-ce que tu nous entends? Oui, moi c'est bon, je vous entends et vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Je me suis entendue aussi, donc tout va bien. Alors, donc ici, donc on est avec ton pied-nez, c'est 2 cuillères. Alors elles sont différentes, hein. Stylistiquement c'est 2 cuillères, surtout formellement c'est pas tout à fait pareil, mais pourtant ce sont 2 cuillères qui sont utilisées exactement de la même façon. On est ici en fait avec les cuillères de la femme très hospitalière, de la Jacquelia. Donc en réalité, au moment des récoltes, les dents vont faire appel à leurs voisins de manière à ce que ceux-ci viennent les aider, et les hommes, on va bien devoir les loger, on va bien devoir leur trouver une place. Et donc du coup, ce sont les femmes qui sont chargées de les héberger, ce sont les femmes qui sont chargées de les nourrir. Et elles vont donc utiliser, dans certains cas, ces cuillères, ou alors, c'est la récompense. C'est-à-dire qu'une femme qui a été très hospitalière, on va lui donner en cadeau une de ces cuillères. Et le coup d'après, elle aura une aide, parce que c'est pas simplement une cuillère comme ça, c'est quelque chose qui devient un support d'esprit, quelque chose qui a une force qui va venir habiter dans la cuillère. Donc on peut véritablement considérer que la cuillère est vivante. Donc ça, c'est important de comprendre ça, et c'est important aussi de savoir qu'une femme peut avoir plusieurs cuillères, et que les cuillères, elles ont du caractère, et qu'elles sont jalouses les unes des autres. Et donc, c'est pas rare, et qu'elles se battent durant la nuit, les cuillères,
pour déterminer qui est la cuillère favorite, si vous voulez. Donc, si vous avez une cuillère qui est toute belle et que le lendemain elle est abîmée, c'est parce que pendant la nuit elle s'est battue. Alors, maintenant, on va s'approcher un petit peu de la première cuillère, ce qui va vous permettre de voir en détail. Allô, Marianne? Allô? Oui, on a discuté pour bien t'entendre. C'est bon là? Oui, c'est mieux. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on va s'approcher du visage. Donc là, ton pied en fait, pour cette cuillère-là, il a eu quelques problèmes. C'est-à-dire qu'on lui a reproché d'avoir fait quelque chose qui n'était pas beau, parce que trop ressemblant. On lui a dit, si c'est pour faire un portrait, on a des photos. On sait faire les photos, donc ça ne sert à rien. Et effectivement, on sait qui est la jeune fille qui a servi à ton pied de modèle, c'est sa nièce. Et on a une photographie de la jeune fille qui tient cette cuillère, et on peut le constater, la parfaite ressemblance des traits. Or, l'art n'est pas là pour imiter la réalité, l'art est là pour dépasser la réalité, pour la rendre plus parfaite, en fait. C'est vraiment des formes idéales qui sont présentées. Alors, il se trouve que certainement ton pied avait estimé que sa nièce était suffisamment belle pour pouvoir servir de modèle, mais ça avait mal passé auprès du client. Quelles sont les caractéristiques ici du style de ton pied? C'est le visage qui est très élargi. Si vous regardez bien, elle a des joues qui sont très très allongées. C'est également le nez qui n'est pas du tout comme tout à l'heure, il est beaucoup plus plat en fait. Ce nez, la bouche qui est bien marquée et dans laquelle on va retrouver les dents en métal. La présence au niveau des yeux, d'un bandeau en kaolin, donc d'un circulaire qui permet en fait de souligner la beauté des yeux. Et puis au niveau du cou, elle a des plis de beauté, à savoir en fait des plis de graisse, qui étaient une façon qui est en fait un élément de beauté féminine, puisque plus les femmes étaient grosses, plus on allait les considérer comme belles, comme fertiles, comme riches, comme en bonne santé, comme fécondes aussi, et donc c'était un élément extrêmement important. Ces plis de beauté, on les voit encore mieux sur la cuillère qui est à côté. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Alors bien entendu, ton pied B ne faisait pas uniquement des cuillères, vous apercevez que dans la vitrine, il y a également des masques. Maintenant, on va s'intéresser à un autre artiste qui s'appelle Isra, qui considérait que tout ce qui avait été fait de valable en Côte d'Ivoire était son œuvre. Donc, c'est une grande modestie. Je vais dépasser. Ah, c'est la dernière, il y a un peu plus public chez nous aussi. Je pose. Alors, donc, ces statues, elles ont embêté en fait pendant un certain temps les chercheurs européens, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait cette idée que finalement l'art n'existait pas véritablement en tant que tel en Afrique, que finalement tous ces objets étaient d'abord et avant tout des artefacts, et n'étaient pas des objets faits pour être beaux, admirés. Et cette statue, elle n'a pas de fonction. Cette statue, c'est juste uniquement une œuvre d'art. C'est ce qu'on appelle une louma. Et ça a été parfois un petit peu dur à admettre pour certaines personnes, parce qu'effectivement, c'est la preuve par excellence, d'une certaine façon, du fait que oui, l'art existe en Afrique, et il existe en étant uniquement stable. Alors bien sûr, comme ça paraît une évidence, mais c'est une idée qui a dû faire son chemin en fait. Ce n'était pas aussi simple que ça. Donc là, cette statuette de Sra, elle présente un certain nombre d'éléments qui sont justement des critères de beauté. Voilà. On va s'approcher un petit peu. Donc, au niveau du visage, déjà, ce sont de vrais cheveux qui sont utilisés pour décorer le haut de la tête. Alors,
Sra, lui, dans son style, il ne va pas marquer la nervure frontale plastiquement, il va juste utiliser en fait un réseau de gravure qui va lui permettre de marquer cette nervure frontale. Vous reconnaissez, puisque je viens de vous en parler, ces espèces de bandeaux en fait en argile blanche ou kaolin. Elle a des petites dents en métal dans la bouche, hein. Toujours cette idée de marquer plastiquement les dents. Et puis alors si on descend sur son corps, elle porte des scarifications qui sont gravées dans le bois. Un nombril qui est légèrement saillant, voilà, tout ça aussi, critère de côté. Et puis une poitrine qui est quand même assez abondante. Preuve que cette femme a eu beaucoup d'enfants et a allaité. Ce qui est spécifique aussi de Sra, si on revient sur le visage, c'est la forme du nez, hein, c'est un peu épaté en fait au bout, et puis le visage qui, contrairement à tout à l'heure, est un visage qui est plutôt allongé. Et l'autre grande caractéristique du style de Sra, c'est la taille des mains qui est extrêmement importante, qui est disproportionnée en fait par rapport au reste du corps, de la même façon que les pieds sont également trop grands par rapport au reste du corps. Elle a aussi cette marque au niveau du cou, qui est donc la marque de Pic Beauté. Ici, on va faire le tour, et vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a un autre élément extrêmement important de beauté, puisque cette femme, en fait, a un enfant dans le dos. Alors je vais vous l'écrire un petit peu. Puisque en fait, vous allez vous rendre compte que cet enfant, il a exactement le même visage que celui de sa mère. C'est vraiment un petit adulte en miniature. Et je vous parlais de l'importance des mains dans la stature. Je pense que là, dans le style de ça, je pense que là, vous vous en rendez bien compte. Cette main est totalement énorme par rapport à la de la taille du bébé. Donc c'est quasiment presque un élément de signature en fait pour Sra, que d'avoir ces grandes mains monumentales. Et puis les pieds, c'est un peu pareil. Attends. Voilà. Les pieds, pour trouver ces mêmes pieds, hein. Le grand pied. Donc Sra, c'est vraiment un artiste très très important, tellement important qu'il va recevoir des commandes finalement qui vont émaner de toutes les populations voisines, donc pas uniquement de son village. Et il va avoir tellement de commandes qu'il ne va pas être capable de les assumer et de les assurer tout seul. Donc du coup, il a demandé à certaines de ses épouses, celles qui présentent un talent particulier pour la sculpture, de dégrossir les formes des masques et lui ensuite à travailler les détails. Tout ça était bien entendu secret, puisqu'en réalité, les femmes, ce que je disais tout à l'heure, n'avaient strictement pas le droit de tailler le bois et encore moins les masques qui étaient des masques sacrés. Mais il n'avait pas le choix, sinon il n'aurait pas réussi à honorer toutes les demandes qu'on lui avait faites et qu'il avait acceptées. Alors le bois qui est utilisé pour toutes les sculptures est un bois assez tendre. Je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo qui va présenter en fait tout pied au travail. Voilà. Vous voyez, hein, quand il travaille avec des outils qui sont des outils finalement assez simples, hein, puisqu'il travaille à la lunette, au ciseau à bois, à la gouge, au couteau, et donc il a besoin de finalement assez peu de temps pour tailler un masque, puisqu'il disait qu'il avait besoin de 2-3 jours pour réussir à tailler correctement son masque. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide en fait. Hein. Alors de très rapide pour lui, parce que c'est ce qu'il fait, et il a une dextérité qui est assez impressionnante. Donc, ici, vous avez une vitrine qui va justement vous présenter les différentes étapes, les différents moments de la constitution et de la fabrication d'un masque. Donc, on part en fait avec juste la forme, on dégrossit la forme du masque, on le fait dans un morceau de bois tendre,
dont le tronc, en fait, on va suivre la courbure du tronc pour dégager la forme globale du masque. Et ensuite, alors, bien entendu, il y a des essences particulières qui sont utilisées. On va utiliser n'importe quel type de bois. Et ensuite, au fur et à mesure, on va rajouter des détails. Donc, on va dégrossir la forme des yeux, on va rajouter le nez, la bouche, les éléments décoratifs. Et la dernière touche, celle qui va véritablement être la signature de l'artiste, c'est la patine. Ces couleurs qu'on va mettre sur le masque, qui sont obtenues à partir de racines, à partir de feuilles, à partir de fleurs. En fait, c'est une recette qui va être constituée par le sculpteur tout au long de sa carrière et qui est vraiment propre à lui, qu'il ne transmet pas. Il va transmettre son savoir-faire à ses élèves, à ses apprentis, à ses neveux, etc. Mais il ne transmet pas son savoir-faire de la patine. C'est à chacun soit de retrouver la formule de son maître, ce qui est quand même assez compliqué, soit de tout simplement créer sa propre patine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Alors, je vais vous montrer maintenant les outils justement que Thompson pouvait utiliser, qui sont présentés ici. Vous voyez, on a des herminettes, des gouges, des ciseaux à bois, et puis les feuilles et les racines avec lesquelles on va concocter la préparation, qui est la préparation qui permet tout simplement de faire la patine. Alors maintenant nous allons passer au peuple des lagunes.